Au Canada, il faut avoir préalablement obtenu un permis de recherche archéologique pour rechercher ou prélever des artefacts, quels qu'ils soient. Les plongées et les prélèvements effectués dans cette émission ont été faits dans le respect des lois et règlements en vigueur selon les provinces. En 1942, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les sous-marins allemands ont torpillé des bateaux de la marine marchande sur les côtes de Terre-Neuve. Début du mois de septembre, la première attaque. Le sous-marin va lancer 2 premières torpilles en direction du Saganaga. Là, ça va être fatal. Se retourne, lance une torpille sur le PLM-27. 12 marins 12 marins qui décèdent. vont périr. C'est capotant de voir où la torpille a passé. Là. C'est tellement gros que l'eau doit se voir engouffrée d'une façon incroyable. Quand votre mère a vu tout ce chaos-là, il y a des rescapés qui arrivaient ici, qu'est-ce qu'elle a fait? Il a fallu qu'elle aide les survivants, mais elle ne s'en est jamais vraiment remise. Le fer constituait la principale matière première dans la fabrication de l'acier. Ils savaient que s'il coulait quelques navires, bien, ça allait ralentir la production. Pour les Alliés. Tous les bateaux qui venaient s'affréter ici vivaient tout le temps avec cette peur-là qu'un sous-marin, à un moment donné, les attaque. Ça devait être stressant quand même, là. C'est beau, Mario, aujourd'hui, hein? Ouais. Peux-tu croire que pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Canada considérait ce secteur-là à haut risque? Ah ouais. Parce que tant les Alliés que les Allemands connaissaient tout le potentiel que Belle Island avait. Avec les mines de fer pour les chars d'assaut. Puis Ouais, on avait besoin de fer. Donc, les bateaux étaient extrêmement vulnérables parce qu'ils étaient immobiles. Pense à ceux-là qui étaient ancrés ou qui étaient en cours de chargement. Oh. Fait que c'était des prouesses faciles pour les sous-marins allemands. Ce que tu vas voir dans les prochains jours, c'est 2 bateaux qui ont été torpillés par 2 sous-marins allemands. C'est vraiment excitant d'aller voir ça, ces épaves-là. Qu'il reste encore que... Il y a eu beaucoup de morts quand même, hein? Sais-tu... Plus 60 marins qui sont morts dans les 4 bateaux. Donc, moi, pour la partie plongée, bien, c'est sûr qu'il y a Jill. J'ai eu l'honneur de plonger avec elle en Arctique, qui a fait beaucoup ces épaves-là. Donc, elle est venue Elle les vraiment... connaît bien. Ouais. Donc, on n'est pas loin de la marina. Fait que, ils sont supposés d'être là à cette heure-ci. On va aller les rejoindre. Oui. Puis, on va préparer la plongée. Parfait. C'est parti. Cool bateau. Salut! Comment ça va? Bonjour, Mario. Comment ça va, Mario? Jill, c'est pas la première fois que tu vas sur ces épaves-là, mais lors de tes visites, as-tu remarqué as-tu vu des effets personnels qui rappellent ce drame-là? On trouve vraiment de tout. Des baignoires aux toilettes, en passant par des vieux disques phonographiques. On a vu aussi les pièces d'une radio qui aurait pu servir à appeler à l'aide. Je trouve ça extraordinaire de voir ça. Je pense à ce qui se passait sur le bateau quand il a été attaqué. Des militaires sont venus chercher beaucoup de munitions explosives qui se trouvaient dans les épaves. Mais certaines torpilles n'ont jamais été retrouvées. En fait, il y a environ 20 ans, des plongeurs ont retrouvé un morceau de torpille sous l'eau. Étrangement, ils n'ont jamais retrouvé la partie explosive de la torpille. Oui, les 2 premiers torpilles qui ont été lancés contre le Saganaga, ils ont manqué leur cible. Mais c'est pas juste qu'ils ont manqué leur cible, c'est que ils n'étaient pas armés. Ils ont coulé pas loin du Saganaga. OK. Il y aurait des chances de les voir. OK. Ça, c'est intéressant, ça. Ils peuvent être encore là. Fait qu'il faut ouvrir l'œil. Ouais. Pour en savoir un peu plus au sujet des torpilles qui reposeraient autour du Saganaga, on rencontre Jean-David Paradis. Il a fait partie de l'équipe de démineurs chargée de retirer les obus transportés par les navires canadiens quand ils ont été coulés. Les sites de plongée devenaient de plus en plus populaires. Ouais. Puis la demande aurait été faite pour que ça devienne un site de l'UNESCO. Ah, OK. Mais avant de pouvoir dire que ça devient un site de l'UNESCO, il fallait qu'il soit exempt de danger.
Puis comme on parle de danger, là, on parle de quand même beaucoup de munitions explosives qui contenaient des charges de TNT. Et notre tâche, dans le fond, ça a été d'aller extraire toutes les munitions des épaves, puis d'ensuite de ça, faire un transit avec celles-ci pour aller en disposer de façon sécuritaire dans une carrière. Donc, nous, on a déterminé là, qu'à 99,9 il n'y a plus de charges explosives dans aucun de ces navires-là. Pendant nos plongées, on s'était fait dire de regarder justement à côté des épaves, essayer de trouver peut-être là, comme justement des torpilles qui auraient pu manquer. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même fait des recherches de fond entre les épaves, à côté des épaves, autour des épaves, pour voir s'il y avait quelque chose qui était visible. Même si la visibilité était superbe, on n'a rien vu à côté de ces torpilles-là. On est presque arrivé sur le site du PLM 27. On va commencer la plongée ici et on va la terminer plus loin, juste là. Quand vous allez revenir vers la poupe du navire, vous allez voir le trou fait par la torpille, juste ici. On sait que ces bateaux-là ont un rôle vital, c'est de transporter du minerai de fer, mais est-ce qu'on en voit encore au fond de l'eau? Ouais. Eh bien, ces navires attendaient un convoi, donc ils étaient chargés de minerai de fer. Quand on dit chargé, on parle en fait d'être remplis à 25% de leur capacité, parce que le minerai de fer était très lourd. En ce qui concerne ce naufrage, c'est 12 personnes qui ont perdu la vie. Il faudra penser à ça aussi, quand on sera là-bas. Alors Sam, on y est. C'est ici que se trouve la proue du PLM 27. Elle est marquée par une bouée. L'autre là-bas se trouve aux 2 tiers du navire. Ça donne quand même une idée de la longueur. C'est un bateau quand même de plus de 400 pieds de long. Ben là, on s'apprête à plonger sur le PLM 27. Donc, il y a beaucoup de choses à filmer. C'est certain que le trou de l'impact, c'est très important. Hein? C'est pour ça que cette épave-là est là. Donc, on va essayer de quand même de rentrer et de suivre un peu la trajectoire que l'obus, donc la torpille, où elle est passée. Puis en même temps, on a une bouteille avec 3000 livres. Donc, on est bon pour probablement 40, 50 minutes. Tout dépend d'avance s'il y a du courant ou s'il n'y en a pas, les efforts qu'on va avoir à fournir. Donc, on va essayer d'aller chercher toutes ces images-là. J'ai vérifié mes chargeurs, la bonbonne, les gonfleurs, ma combinaison. Mes réservoirs sont fonctionnels, 3000 PSI chacun. Tout est bon. Allons-y, la piscine est ouverte. Ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est de plonger avec Jill. On a eu la chance de plonger ensemble dans l'Arctique où c'était un petit peu moi qui était son guide. Mais là, aujourd'hui, c'est elle qui est notre guide. Puis elle a fait tellement cette épave-là. De toute façon, ça fait que ça devrait être une bonne plongée, mais ça reste une plongée. Puis une plongée, tant qu'elle n'est pas effectuée, tant qu'elle n'est pas finie, il peut se passer toutes sortes de choses. On n'est pas dans notre monde. Fait qu'on va se souhaiter que ça va bien. Au retour à Secret des profondeurs. Quand le navire a été torpillé, ils sont allés chercher de petites embarcations pour secourir les survivants. C'est quand même particulier d'être ici aujourd'hui. C'est une mort temporaire. Ma mère ne s'est jamais vraiment remise de ce qui s'est passé ici. Elle avait seulement 19 ans. Je suis vraiment excité de voir cette épave-là. C'est vraiment parmi les plus grosses épaves que j'ai vues. C'est quand même énorme, là. C'est 400 pieds. Chaque fois qu'on va sur une épave, on ne peut pas faire autrement que penser quand même qu'il y a des personnes qui sont décédées. C'est un tombeau, c'est un endroit où il y a eu une catastrophe. Donc, en même temps, tu es divisé entre cette pensée-là pour ces personnes-là qui sont décédées et la beauté de l'épave, parce que l'épave est devenue un récif artificiel. On va voir plein de poissons, plein d'anémones, donc plein aussi de choses qui s'est greffées à la structure.
Wow! Super, hein? Quel départ! Extraordinaire! Mario là content. Bon, c'est Mario, on a vu des choses, là. Fait que j'ai hâte d'aller voir les images en tabarouette, là. C'est capotant de voir où la torpille a passé. C'est tellement gros que l'eau de savoir engouffrer d'une façon En plus, il y avait du incroyable. minerai, fait que c'était pesant. Ouais, très lourd. Ah, as-tu vu du minerai? Ouais, on en a vu un peu en dedans. Tu vois qu'il y a tous les morceaux de fer, toutes les... Ben, tu sais, c'est immense. C'est immense comme épave, là. Je suis descendu exactement du côté où la torpille est entrée, donc du côté bâbord. Et j'ai tout fait le chemin, en fait, de la torpille comme telle. Et on voit que le métal, là, il est plié là, par l'intérieur. Là. Tu vois que l'impact a été énorme. Là. Tu peux juste imaginer que ça doit avoir coulé là, dans quoi, 30 secondes, 45 secondes. Là, ça devait être très, très rapide. Le fait d'aller sur ces épaves-là, mais c'est très émouvant. Donc, ce que je suggère, Mario, c'est de prendre ce bateau pour aller faire un petit tour le long de la côte, là-bas. Ouais, capitaine? Mario, t'as-tu vu le canon? Le canon, ben, je pense que c'est ça que j'ai vu, là, parce que c'est vraiment, tu sais, c'est rempli d'anémones, puis de... C'est vraiment un long tuyau, là, d'après moi. Probablement que c'est ça. C'est l'épave. Ouais. C'est l'épave, Ça commence bien la journée, ça. hey! Là, on va sur une autre. On va sur une autre. Saganaga. Une des choses les plus intéressantes à propos du Saganaga, c'est qu'il a été touché en plein centre. Donc, quand c'est arrivé, les gens l'ont vu se plier en deux. Il s'est ensuite mis à couler, puis il a repris sa forme d'origine au fond de l'eau. Au moment où il s'est plié en deux, une ancre a été projetée d'un bout à l'autre du bateau. Une ancre énorme. On va descendre dans l'eau juste à côté. C'est incroyable de penser à la distance qu'elle a parcourue. Alors, on est en route vers le Saganaga. C'est le premier navire qui a coulé. Et 29 personnes y ont perdu la vie. Il y a plusieurs choses intéressantes à voir. D'abord, l'ancre qui est ici. Si vous suivez la chaîne du côté tribord, vous verrez un escalier qui monte juste ici. Si vous allez jusque-là, puis vous rebroussez chemin, ça devrait être une bonne plongée pour vous. Une des plus belles choses à voir sur cette épave, c'est les anémones. Il y en a tellement. Il fait soleil aujourd'hui, alors j'espère qu'elles seront ouvertes. On peut aussi observer un canon, mais il s'est effondré après avoir été frappé par un iceberg pendant l'hiver. Le Saganaga, c'est encore plus beau. C'est encore plus beau à cause de la visibilité. La visibilité était vraiment parfaite. Et là, ben, tu vois l'impact aussi, bien sûr, parce que le bateau il a cassé en deux. On voit les hélices, le gouvernail, tout ça est encore là en place. Donc, beaucoup de choses qui nous montrent un peu comment était le bateau à la minute, à la journée que c'est arrivé. Hein. Donc, ça coule, ça tombe dans le fond. Et ensuite, c'est sûr que l'érosion, l'eau salée, le courant, tout ça vient briser un peu le bateau. Ça reste que c'est quand même un cimetière marin. Hein. Puis c'est toute une page d'histoire qu'on connaît pas beaucoup. Hold on to the rail. All right. Mario et Steph sont sous l'eau. J'ai mon taxi privé. Là, je m'en vais sur Bell Island rencontrer les frères Reeves. C'est leur mère qui a porté secours aux rescapés du PLM 27. Sam? Bonjour, je m'appelle Charlie et voici mon frère David. Bonjour Sam, moi c'est David. Salut David. Le PLM 27 est juste ici? Ouais, il est tout près. Là où on voit la bouée blanche plus loin. C'est vraiment une histoire tragique. Quand le navire a été torpillé, les habitants, dont mon père faisait partie, ont pris leurs petites embarcations et ils ont ramé par là-bas pour secourir les survivants. J'étais encore un bébé à l'époque.
Alors, j'étais dans les bras de ma mère quand c'est arrivé. Elle a vu tout ce qui s'est passé par la fenêtre de la maison, juste là, pendant qu'elle me tenait dans ses bras. On peut te montrer la fenêtre par laquelle elle regardait quand c'est arrivé. Quand votre mère a vu tout ce chaos-là, il y a des rescapés qui arrivaient ici, qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, ma mère ne s'est pas contentée d'observer. Il a fallu qu'elle aille aider les survivants, elle aussi. Ils ont amené les rescapés dans la maison pour que le médecin vienne s'occuper d'eux. Ils ont emmené les blessés dans la cuisine, puis ils ont transporté les corps de ceux qui étaient décédés dans la salle à manger. Ma mère a raconté qu'elle était allée chercher différentes choses pour aider le médecin et qu'elle avait dû enjamber des corps ici, dans cette pièce. Elle a parlé de 7, peut-être bien 9 corps qui se trouvaient ici. C'est quand même particulier d'être ici aujourd'hui. C'est une morgue temporaire. C'est spécial. Ma mère ne s'est jamais vraiment remise de ce qui s'est passé ici. Elle avait seulement 19 ans et elle en a parlé jusqu'au jour de sa mort. Je vais vous montrer l'endroit que le médecin a utilisé comme hôpital de fortune et où ils ont soigné les naufragés. Cette table se trouvait ici quand le médecin a soigné les survivants du naufrage. C'était cette table-là. Un des survivants s'est agrippé au pied de la table. Il était blessé, il avait la jambe cassée. Et il s'accrochait vraiment à cette table en criant à tue-tête. Ma mère a demandé pourquoi il criait comme ça. Et le médecin a répondu, « Il est en état de choc. Il croit qu'il s'agrippe à quelque chose qui va le sauver. Et il crie à l'aide. » Il y avait des blessés partout dans la cuisine. Et dans cette pièce juste ici, qui attendait que le médecin s'occupe d'eux. Ma mère et ma grand-mère n'étaient pas des infirmières, mais elles ont aidé le médecin comme elles ont pu. Il n'y avait personne d'autre. Elles couraient chercher des chiffons, elles déchiraient les draps pour faire des pansements. Il y avait une vraie situation d'urgence dans cette cuisine. Les marins sortaient de l'eau glacée, alors ils leur ont donné à boire. Un peu de brandy, du café chaud et du thé. Ils essayaient de calmer et d'aider les rescapés autant qu'ils pouvaient, mais parfois, ils devaient s'asseoir par terre un petit moment pour pleurer. Vous avez été très généreux. Merci de m'avoir fait visiter votre maison. C'était un plaisir pour nous de vous raconter l'histoire de notre mère. Au retour à Secret des profondeurs. En 1940, les 2 canons ont été installés ici. Quand les sous-marins ont attaqué, ils ont tiré quelques coups de canon dans l'eau, mais ils ne les ont jamais vus. J'ai donné rendez-vous à Neil Burgess, un spécialiste des épaves ici à Terre-Neuve. Très curieux d'entendre ce qu'il a à me dire. En 1940, les 2 canons ont été installés ici, mais pour quelle raison exactement? Il était très important pour les Canadiens et les Terre-Neuviens de défendre les mines de fer qui se trouvaient ici. C'était en bonne partie parce que les Allemands étaient les principaux acheteurs du minerai de fer de la région entre 1935 et 1939. Ils l'ont utilisé pour bâtir leur armée, leurs forces navales et aériennes. Donc, les Allemands étaient bien conscients de l'importance de cette mine de fer dans l'effort de guerre du Canada et de l'Angleterre. Mais pour être honnête, quand les sous-marins allemands ont attaqué, les hommes qui se trouvaient ici n'ont rien vu. Ils ont tiré quelques coups de canon dans l'eau, mais ils n'ont jamais aperçu les sous-marins. Mais il y avait aussi un filet anti-torpille qui a été installé en 1943. Il était où à peu près ici, là? Le filet anti-torpille faisait le tour des 2 piliers, là-bas. Il était de forme rectangulaire et il entourait complètement les 2 piliers. L'idée était de protéger les navires pendant les chargements. C'est ici que les navires étaient amarrés. Ce quai mesurait plus de 100 pieds de long. Le bloc de béton juste là était probablement un des anciens blocs d'ancrage du filet anti-torpille qu'on avait installé autour des piliers. Ils en avaient sûrement installé une dizaine pour ancrer le filet anti-torpille. Ils envoyaient un bateau pour ouvrir le filet et laisser passer les navires. J'ai emmené des photos, des plans qui vont peut-être t'aider, dont les schémas des attaques.
Cette carte montre avec précision où se trouvaient les navires. C'était très important pour les Alliés que les sous-marins ne coulent pas les navires qui se trouvaient amarrés au quai. Ça les aurait forcés à interrompre leurs activités jusqu'à ce qu'on retire les épaves et les débris. Ils ont été chanceux que les Allemands n'aient pas cette idée. Alors que je termine mes rencontres sur la terre ferme, Mario continue ses recherches sur le Saganaga. Mais Mario, la visibilité? Ah, c'était super bon, puis la visibilité était bien meilleure ici. Puis, non, écoute, il y a des pièces, on a vu des chaussures. Oh, Le chanteur est des tragédie rapide, là. Quelque chose qui s'est passé rapidement parce que c'est tellement défait, là. C'est tellement. J'ai vu le bateau, il a cassé en deux complètement, hein. Les Allemands étaient là pour tuer, hein? Ouais. Bon, ben, on va te montrer les images. Mario, t'as-tu vu une torpille? Non, ça, on n'a pas vu. Là, je dirais que ça touche un peu plus. Pourquoi? Parce qu'on a vu plus d'effets personnels. C'est certain qu'on dirait que là, tu te dis, ben écoute, il y a des personnes qui mangeaient, il y a quelqu'un qui a porté cette botte-là. On voit où étaient installées les toilettes, les éviers, beaucoup aussi de hublots. Qui sont complètement sortis d'où ils sont, mais ils sont allés à l'intérieur du bateau comme tel. Et on a vu le gouvernail, l'hélice. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut encore voir sur ces épaves-là. C'est la première fois que je vois un trou causé par un obus, c'est-à-dire une épave qui a été coulée durant la Deuxième Guerre mondiale comme ça. C'est assez exceptionnel. Ah, tiens, on va s'installer sur la table, puis je vais te montrer au moins les premières images. Là. on va voir ça. Ça va te donner une idée d'au moins de la grosseur du bateau. Là, tu vois, regarde, Sam, ça, c'est vraiment la deuxième plongée. C'est clair. C'est le Saganaga. Et tu vois, là, ça, c'est l'encre qui a vraiment été projetée, là. Donc, il y a plein de stocks, des morceaux de vaisselle beau, aussi. Ça devait être émouvant quand même, Mario, comme plongeur. Hein? Ah ouais, c'est très émouvant. C'est très émouvant parce que tu sais qu'il y a des personnes qui sont décédées quand même sur cette épave-là, sur les deux épaves. Puis là, c'est la vie marine qui a pris possession de l'épave. Exactement. C'est beau, mais en même temps, c'est tragique. C'est ça. Hein? C'est quand même un privilège d'être ici, puis en tout cas, pour ma part, d'avoir pu plonger puis visiter ce site-là. Je me trouvais extrêmement chanceux. C'est des lieux de sépulture, hein? Ouais. Tu sais, là, on se rappelle ce que ces gens-là ont vécu à l'époque, mais ce qu'on souhaite par-dessus tout, c'est que leur histoire ne sombre pas dans l'oubli. Ouais. Ça, c'est ton rôle, c'est notre rôle, un peu. Tout à fait. Fait que c'est mission accomplie, Mario, encore une fois. Ouais. Yes.